Bonjour à tous. Voilà, donc comme disait le professeur Cobain, je vais vous présenter un cas clinique d'un patient qui s'est présenté pour une douleur abdominale. C'est comment? Ça ne s'affiche pas. Oh, donc, voilà. Donc, il s'agit d'un patient de 64 ans, d'origine du Niger, qui est arrivé en Belgique 3 mois il y a 3 mois, via fait d'asile. Il s'est présenté aux urgences pour une plainte de douleur abdominale qui dure depuis 2 mois, principalement en fosse iliaque droite, associée à des myctalgies sans fièvre. Donc, à l'examen clinique aux urgences, les paramètres sont normaux, une fréquence cardiaque à 80, une tension artérielle à 14,7, une saturation à l'air ambiant à 98% et une température à 36,1. Au niveau de l'examen cardiologique, on voit un souffle systolique d'intensité 3/6. L'examen pulmonaire est normal. Au niveau de l'abdomen, le patient se plaint principalement d'une douleur diffuse à la palpation et on observe aussi une matité des 2 flancs. Sinon, l'abdomen est souple, dépressible, le péritatisme est présent. Il ne présente pas d'œdème des membres inférieurs. Et en ce qui concerne les antécédents, le patient malheureusement ne sait pas nous dire s'il a déjà eu des problèmes de santé auparavant, mais nous précise qu'il a eu à plusieurs reprises, comme il explique, des crises de foie et qu'il est allé à chaque fois à l'hôpital où il a reçu une perfusion et qu'il est rentré juste après chez lui. Donc aux urgences, ils décident de faire un petit bilan. Donc ils commencent par une prise de sang. Une prise de sang qui met en évidence une anémie normocytaire, une hyperplaquétose, une hyperéosinophilie, un fibrinogène élevé, une petite hyponatrémie et un syndrome inflammatoire élevé à 74 mg par litre. Ils font également un ému pour exclure une cause urinaire, une prostatite ou une infection urinaire qui pourrait provoquer ces douleurs abdominales, étant donné que le patient se plaignit de myctalgie, mais là, on ne retrouve pas de signe d'infection à l'ému. Il décide de pousser le bilan plus loin en faisant un scanner abdominal où l'on peut observer donc, une lame d'acide périsplénique et un peu plus fine en périhépatique et également un peu plus d'acide au niveau pelvien. Donc, voilà. Suite à ces examens complémentaires, quels pourraient être les diagnostics différentiels chez ce patient qui se plaint de douleurs abdominales associées à de l'acide? Ah. Alors. Bienvenue. 64 ans, demandeur d'asile, syndrome inflammatoire, douleur abdominale et un peu d'acide pour te mettre dans le bain de l'acide. Pas de fièvre? Non. 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 Pas de signe d'hypertension portale au scanner. Je pense que c'est pas mal de revenir à des fondamentaux en termes de prévalence des causes d'acide. Non. Et bon, on n'a pas insisté sur ce point négatif. Il n'y a pas de signe clinique de cirrhose. Il n'y a pas d'œdème des membres inférieurs non plus. Et voilà. OK. Voilà. Donc, des enzymes pancréatiques. Enzymes pancréatiques, ni pancréatiques, ni hépatiques, tout ça était normal. Ouais. Tout ça était normal. OK. Donc, voilà, parmi les diagnostics différentiels des patients présentant un acide qui pourrait être douloureux, on retrouve principalement des cirrhoses. Ça peut être des cancers avec des carcinomatoses péritonéales, une insuffisance cardiaque, une tuberculose, une dialyse péritonéale et plus rarement des maladies pancréatiques telles que la pancréatite aiguë chronique ou un traumatisme qui fait déverser les sécrétions pancréatiques au niveau du péritoine. Il existe aussi d'autres causes plus rares qui représentent 1% des causes. Et donc, parmi elles, on retrouve de nombreuses causes infectieuses. L'amibiase, l'ascaris, la brucellose, chlamydia, les patients atteints de HIV aussi.
salmonellose, mais également des causes hématologiques, parmi elles l'amyloïdose, le syndrome de Castleman, les leucémies, les lymphomes, les myélomultiples, la mastocytose. Et il existe aussi d'autres causes plus générales, donc la maladie de Crohn, la maladie de Gaucher aussi, le myxœdème, le syndrome néphrotique, les ovaires polykystiques ou encore un lupus. Oui, donc pour te référer à ton premier tableau, cette trentaine de causes se partagent 1%. C'est ça. Oui. Donc voilà. Suite à ça, une fois que le patient est monté en médecine interne, on décide de faire un PET scan pour pousser le bilan un peu plus loin. Et donc, on met en évidence plusieurs adénopathies. Donc ici, on peut voir une adénopathie parasternale gauche, mais il avait également des adénopathies cervicales gauche, axillaires bilatérales et inguinales, mais également une hypercaptation au niveau du pourtour de la capsule hépatique et aussi une hyperfixation au niveau de la graisse péritonéale. Donc voilà, suite à ces informations complémentaires, quel pourrait être, d'après vous, le diagnostic différentiel chez ce patient? Tenté par l'hémato, là, Oui. M. Carjard Ouais, ça peut être un lymphome, malgré tout, et la tuberculose aussi. Lymphome tuberculose. Sans atteinte pulmonaire. Ça ne te gêne pas? Non, dans la population étrangère, on peut avoir un petit peu des présentations qui sont différentes. OK. Bien. Alors. Voilà, donc suite à donc le diagnostic différentiel pourrait être néoplasique, donc une carcinomatose, tuberculose, infectieuse, toujours Ascaris, amibiase, chlamydia, HIV, maladie de Whipple ou salmonellose. Des causes hématologiques, donc la leucémie, le lymphome, myélomultiple, histiocytose, amyloïdose, ou encore des maladies auto-immunes telles que la sarcoïdose ou encore le lupus. Donc, on fait de nombreuses sérologies pour exclure voilà, les causes infectieuses. Aucune d'entre elles ne revient vraiment positive. Et donc, on décide de faire une laparoscopie exploratrice pour avoir un prélèvement de cet acide qui était en trop petite quantité pour pouvoir faire une ponction et avoir un peu une idée du diagnostic. Donc ici, à la laparoscopie, ce qu'on peut déjà remarquer, c'est qu'on voit qu'au niveau du péritoine, on retrouve de nombreux nodules un peu blanchâtres, granuleux, disséminés un peu partout. Sur cette image, on observe aussi donc l'acide qui a une couleur plutôt citrin, donc pas vraiment hémorragique. Et donc voilà. Donc suite aux images que vous avez vues, quel serait, d'après vous, le diagnostic préférentiel? Oui, Jean. Pourquoi on fait le PET scan, en fait? Et alors, au PET scan, on voit qu'il y a une adénopathie qui est hautement hypermétabolique, qui est accessible. On n'aurait pas pu simplement faire une biopsie de ces ganglions? Donc, en fait, le PET scan a été fait après. C'est juste que je l'ai mis avant pour... voilà, pour un peu... voilà. Donc, voilà. Donc, non, je pense que c'est... Moi, je pense que ça mérite d'être souligné. La mise au point a été quand même assez rapidement to the point. Et voilà. donc, sans commencer à tourner autour, il y avait une présentation abdominale avec un tableau inflammatoire. Et donc, voilà, bon, on aurait osé piquer dans l'acide, ça aurait été une étape complémentaire, mais finalement, ça ne faisait que retarder un petit peu l'échéance. On n'avait pas de cause clairement, cliniquement, de causes secondaires, on va dire fonctionnelles d'acide, pas de cirrhose, pas d'insuffisance cardiaque, etc. Donc, plus un syndrome inflammatoire. Donc, on avait une cause inflammatoire qui se trouvait dans l'abdomen, et donc ça a permis d'aller finalement assez vite au diagnostic. Voilà. Donc, voilà, à la prise de sang, on voit effectivement que le quantiféron est borderline positif. Donc, on peut considérer que c'est positif vu les autres résultats. Donc, le prélèvement d'acide montre une culture aérobie, anaérobie négative, un examen direct mycobactéries négative
Et donc, seulement 5 à 6 semaines plus tard, nous avons reçu une culture qui montrait bien qu'il y avait bien un mycobactérie tuberculosis résistant au pyrazinamide. Donc, ici, je vais vous parler un peu de la tuberculose péritonéale. Donc, premièrement, un peu d'épidémiologie sur la tuberculose en général. Donc, il faut savoir qu'en 2008, il y avait plus de 11 millions de personnes atteintes de tuberculose. Parmi elles, 11,8 millions de décès. Un demi-million de personnes atteintes de tuberculose résistante aux antituberculeux. On retrouve cette maladie principalement au niveau des pays du tiers-monde, en Europe de l'Est et au niveau de l'ex-URSS. En Belgique, on observe une lente régression de l'incidence de cette maladie, mais la résistance aux antituberculeux stagne. Oui. À la radio, la semaine passée... Attends, Mathieu. À la radio, la semaine passée ou celle d'avant, sur la première, il disait que clairement, chez les demandeurs d'asile et ceux qui sont en centre, il y a une recrudescence de tuberculose. Ah oui. J'ai beaucoup d'informations. Je pensais que tu allais dire qu'on avait fait une radio la semaine dernière, mais c'était... OK. Donc, voilà. Donc, ce qui est important à retenir, c'est de savoir qu'il existe une population à risque. Donc, être prudent quand on a ce type de patient. Donc, les personnes ayant séjourné dans un pays à haute prévalence de tuberculose, les personnes socio-économiquement défavorisées, parmi elles les demandeurs d'asile, les patients immunodéprimés, que ce soit lié à une maladie ou à un traitement, les personnes en contact avec quelqu'un qui a une tuberculose contagieuse ou encore un antécédent de tuberculose non ou maltraité. Donc, pour ce qui est de la tuberculose péritonéale, en général, l'âge moyen de présentation tourne autour des 55 ans et la répartition entre les femmes et les hommes est à peu près égale. Elle représente tout de même entre 0,1 et 0,7% des tuberculoses mondiales. Généralement, les symptômes ont persisté pendant quelques semaines, voire des mois avant que le diagnostic soit établi, un peu comme notre patient ici. Donc, il existe 3 types vraiment de tuberculose péritonéale. La tuberculose acidique humide, où on retrouve de l'acide, comme chez le patient ici. Les types fibrotiques, où on retrouve des adhérences au niveau de l'intestin. Et la tuberculose sèche, où on a vraiment de multiples adhérences fibreuses qui vont un peu démontrer une réaction inflammatoire chronique et des nodules le long du péritoine. Il faut savoir qu'il s'agit d'une maladie qui peut être mortelle et donc la mortalité varie entre 1,4 et 20% des cas selon les séries. Que l'âge avancé, le retard de diagnostic et donc d'initiation du traitement et la cirrhose peuvent être associés à des taux de mortalité plus élevés. En ce qui concerne les facteurs de risque, donc du plus fréquent au moins fréquent, nous avons la cirrhose, la dialyse péritonéale, le diabète, les tumeurs malignes sous-jacentes, une corticothérapie, les patients atteints du HIV, mais dans 20% des cas, on ne retrouve aucun autre facteur de risque, comme c'était le cas chez notre patient ici. Il faut savoir que l'origine d'une tuberculose péritonéale peut être diverse. Donc, la principale cause est souvent une tuberculose d'origine pulmonaire qui va être active et donc disséminée soit par voie hématogène pour se loger au niveau du péritoine, soit via les canaux lymphatiques, peut soit être directement active au niveau du péritoine ou prendre une forme un peu latente et se réactiver après plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc ça, c'est surtout la cause principale. Une deuxième cause un peu plus rare, c'est par ingestion. Donc, par ingestion de mycobactéries, soit en ingérant de la viande mal cuite ou du lait non pasteurisé. Alors, à ce moment-là, la mycobactérie va se loger au niveau de l'intestin, puis soit par contiguïté va aller se loger au niveau du péritoine, soit va passer par les canaux lymphatiques. Et beaucoup plus rarement, lorsqu'on a une salpingite tuberculeuse, alors le germe peut passer directement via les trompes de Fallope dans le péritoine. En ce qui concerne les signes cliniques de cette maladie, ils sont nombreux et souvent peu spécifiques. Donc, on retrouve souvent des douleurs abdominales dans 75% des cas, une perte de poids dans 50% des cas,
de la fièvre dans 69% des cas, de l'acide aussi 62% des cas, une sensibilité abdominale dans 49% des cas et beaucoup plus rarement une distension abdominale ou une masse abdominale. Donc, la tuberculose péritonéale peut être associée à d'autres tuberculoses extrapulmonaires. Donc, je vais juste vous les citer ici. Ça peut être une atteinte de la colonne vertébrale, des os, des articulations, du tube digestif. Souvent, les symptômes et les signes cliniques sont très peu spécifiques et les examens complémentaires à envisager sont différents en fonction du site de l'atteinte. Voilà d'autres causes, donc les ganglions intrathoraciques, extrathoraciques, comme c'était le cas chez notre patient. Donc, pour faire le diagnostic, pour établir un diagnostic certain, il faut faire des prélèvements. Donc, pour ça, on peut faire une ponction d'acide si possible. Souvent, l'acide a une couleur de paille, un peu comme ce qu'on a vu sur les images précédemment. Il faut toujours demander une numération cellulaire qui en général montre des cellules nucléées avec une majorité de lymphocytes, un gradient albumine sérum acide inférieur à 1,1 g par décilitre, un taux de protéines supérieur à 3 g, un taux d'adénosine désaminase supérieur à 36 ou 39 unités par litre. Toujours demander un examen direct, une culture avec identification de mycobactéries plus antibiogramme de base et une PCR. Celle-ci n'a pas vraiment été approuvée sur le liquide d'acide, mais voilà, étant donné qu'il s'agit d'un diagnostic assez difficile à établir, si celui-ci revient positif, ça appuie quand même fortement le diagnostic d'une tuberculose. Déjà, on fait adénosine désaminase, on le fait couramment ici Je ne pense pas. Je ne pense pas que ça se fasse vraiment. Mais donc, effectivement, à partir du moment où tu as des protéines élevées, on a aussi l'histoire clinique et l'imagerie, etc. Oui. Effectivement. La PCR, c'est l'avantage de la PCR, c'est qu'il y a une spécificité qui est quand même excellente. Donc, effectivement, si ta PCR est positive, c'est un argument suffisant pour commencer le traitement. La reste pas très bonne. Elle reste mauvaise dans une ponction d'acide, comme souvent, idem dans un liquide pleural, hein, c'est la même chose. Ouais. Maintenant, moi, j'ai une question sur la suite, ou bien tu vas revenir sur l'évolution du cas peut-être. J'aimerais savoir quand vous avez traité. Oui. C'est pour la suite. La PCR, Attends. La PCR, elle est validée pour la plèvre, c'est ça? Moi, je crois. C'est ce que Brice me dit souvent. Elle est validée pour la plèvre. Mais donc, en fait, on peut envoyer un morceau de péritoine, ça revient au même. Alors, normalement, on a une bonne sensibilité. Alors on a une bonne sensibilité, même ici, c'est sur l'acide. Ouais, mais moi, j'avais demandé qu'il l'envoie sur le péritoine. Et le déaminase, c'est à Liège qu'ils font ça. Pour les cultures, c'est important de traiter ça le plus vite possible et ne pas faire traîner parce qu'autrement, la bactérie est déjà morte. Et on ne va plus rien cultiver. Oui. Oui, sauf que pour les mycobactéries résistent extrêmement longtemps dans de très mauvaises conditions. Et donc là, il n'y a pas d'urgence. Si tu penses à une autre bactérie, à une autre cause bactérienne, là, évidemment, il faut se dépêcher. Mais pour les mycobactéries, tu peux laisser traîner l'échantillon. Enfin, il ne faut pas laisser traîner l'échantillon sur un coin de table. Ce n'est pas obligatoire. Mais tu pourrais, par inadvertance, le faire. On va encore le récupérer en culture. Mais c'est un peu obsolète, je pense, maintenant, parce que si tu dois attendre des semaines et des semaines avant d'avoir le résultat, on a d'autres techniques. C'est pour ça que essayer de faire une PCR, OK, sur le liquide d'acide, l'idée est bonne, même si la rentabilité n'est pas bonne. Mais le but, c'est d'essayer d'avoir le diagnostic le plus vite possible. C'est ça. Donc, voilà. Donc, on fait une ponction d'acide. Ici, je vous ai juste mis donc un peu les diagnostics qu'on peut retrouver en cas de gradient d'albumine sérum dans le sérum et dans l'acide supérieur à 1,1. Donc, dans ce cas-là, on retrouve plutôt des cirrhoses, une hépatite alcoolique, une insuffisance cardiaque, des métastases hépatiques, un syndrome de Budd-Chiari, des thromboses portales ou d'autres causes. Et pour le gradient, donc, comme ici c'était le cas inférieur à 1,1 g par décilitre, ce sera plutôt soit une carcinomatose péritonéale, soit une tuberculose, une pancréatite, une sérotyte ou un syndrome néphrotique. Il faut toujours donc demander le maximum de prélèvements possible.
Donc ici, on pourrait demander aussi une biopsie. Donc, on peut faire sur cette biopsie des cultures, une PCR et une histologie. En général, à l'histologie, on retrouve des granulomes épithélioïdes avec parfois une nécrose centrale et parfois aussi la mise en évidence de bacilles acido-alcooliques. La biopsie peut être faite de manière aléatoire, mais aussi par la paroscopie, comme ça a été le cas ici. L'avantage, c'est qu'on peut observer le péritoine et donc voir que le péritoine est épaissi avec ses lésions blanches, jaunâtres, granulomateuses, comme c'était le cas ici, un peu disséminées comme une miliaire pulmonaire. Avec ou sans adhérence, on peut observer juste un péritoine épaissi, avec ou sans adhérence, ou encore un modèle vraiment fibro-adhésif. Ça nous permet aussi de voir s'il y a des ganglions hypertrophiés, des brins fibrineux en corde de violon ou encore un épaississement de l'omentum. Donc, il faut faire très attention. Il faut savoir que les résultats de la culture prennent énormément de temps. Ça peut prendre entre 6 à 8 semaines. Et en phase solide, ça peut nécessiter encore plus de temps. Oui, enfin, dans les régions habituelles. Donc ici, je vais vous poser une question particulière. Donc, dans quelle ville de France est-il possible de réduire le temps de culture de quelques semaines à quelques jours? Donc, vous avez le choix entre Paris, Lille, Strasbourg, Marseille ou Nice. Marseille. Et donc, effectivement, à Marseille, tout est possible. Et donc, on avait invité, il y a quelques années, ça devait être en 2016, je pense, Raoult, qui était plus calme à l'époque, mais qui présentait toujours extrêmement bien notre réunion d'immunologie clinique à Paris. Donc, c'était une plénière, donc il a montré tout ce qu'il avait découvert, les gros virus découverts par hasard. Et puis alors, ce qui m'avait vraiment étonné, c'est qu'il nous avait parlé d'une technique qu'ils avaient trouvée un peu par hasard, avec un milieu de culture auquel ils ne s'attendaient pas, où ils avaient pu faire pousser du BK en quelques jours. Et donc, dans le papier ici, bon, il montre les différentes approches de technique. Quand ça a commencé par la composition du milieu qui était tout à fait particulier. Et puis, vous voyez, chaque ligne a un raffinement de la technique adaptée pour finalement arriver à une culture en 4 jours, virgule quelque chose. Là. Ouais. Et puis, en étant revenu ici, on avait discuté avec les microbiologistes pour dire, mais enfin, vous connaissez ce truc-là, pourquoi est-ce qu'on n'applique pas ça? Manifestement, ça reste confiné à Marseille. Ouais. Comme plein d'autres choses, d'ailleurs. Donc voilà, ici, pour illustrer un peu l'histoire du patient, j'ai repris l'anatomopathologie des granulomes qu'on voyait au niveau du péritoine et on retrouve bien une granulomatose à cellules épithélioïdes avec un centre nécrotique avec de rares cellules géantes. Donc ici, voilà, je voulais juste vous dire un mot sur la PCR pour dire que la PCR, l'avantage de la PCR, c'est que ça prend beaucoup moins de temps que qu'une culture. Et l'avantage aussi, c'est qu'on peut demander une détection de la résistance à la rifampicine, ce qui va nous permettre d'avoir une idée et suggérer une multirésistance en cas de résistance à la rifampicine et à ce moment-là, changer notre approche thérapeutique assez rapidement. Donc, il faut évidemment faire d'autres examens lorsqu'on suspecte une tuberculose parce que parfois, les prélèvements ne sont pas contributifs, comme je pourrais vous l'expliquer plus tard. Donc, il faut demander un PET scan. Voilà, l'application permet surtout d'avoir une idée des sites qui sont atteints, une surveillance après le traitement. Pour une biopsie, savoir aussi ça peut aider. Un scanner abdominal est aussi important quand on suspecte une pylorite pour savoir s'il y a de l'acide, des ganglions lymphatiques, un épaississement du mésentère, etc. Une échographie abdominale si le scanner abdominal n'est pas possible à faire. Une radio de thorax, toujours faire un examen pulmonaire pour exclure une tuberculose pulmonaire associée. Une prise de sang qui n'est en général pas très spécifique, qui peut montrer une légère anémie,
une augmentation de la vitesse de sédimentation ou encore avec des globules blancs en général normaux. Une intradermoréaction peut aussi être importante chez les patients chez qui on suspecte une tuberculose et pour lesquels on attend toujours la culture avec des résultats négatifs. Ça permet d'apporter un argument complémentaire. Pareil pour l'IGRA, donc le quantiferon va nous permettre d'apporter un argument supplémentaire en sachant bien que ça ne fera pas la différence entre tuberculose latente et active. Juste un petit commentaire sur l'intradémoréaction et l'incertitude de cette intradémoréaction. Si elle est négative, ça n'exclut évidemment pas une tuberculose. Si elle est positive, c'est un Nigérian qui a forcément été en contact dans le temps avec des BK. Donc, je trouve que dans le diagnostic différentiel, malheureusement ou heureusement, nous avons aujourd'hui d'autres éléments, d'autres moyens de diagnostic qui sont beaucoup plus performants, beaucoup plus rapides et beaucoup plus spécifiques. Je vois plein d'intérêt de faire une intradermo chez un Nigérian de 60 ans qui, ça n'apportera rien. Je veux dire, une intradermo, imaginons que on est dans le flou, qu'on a un scanner qui montre des trucs un peu bizarres. On a ponctionné l'acide. Pour l'instant, les cultures sont en cours, ça ne nous donne rien. Est-ce qu'une intradermo flambante doit être un argument suffisant que pour traiter en se disant c'est une tuberculose? Non. On aura plus vite fait d'avoir, par exemple, la PCR sur l'échantillon et la nappate. Oui. À ce sujet, d'ailleurs, je pense qu'il y a une faute de frappe. Si tu reprends un peu le protocole juste avant la nappate, voilà, là, parce que cet aspect doit faire exclure en premier lieu une infection à mycobactéries atypique. À mon avis, c'est plutôt typique. Je crois qu'il y a le A de trop. Voilà. Oui, et dans l'autre sens aussi, hein, puisque on peut se retrouver, rien d'ailleurs que par la tuberculose elle-même et la gravité de la maladie dans un certain état d'immunodépression, et donc ton intradermo peut être négative. Et donc voilà, ça va n'apporter ni dans un sens ni dans l'autre. D'autant plus qu'on va mettre déjà du temps pour trouver du réactif. Ça devient de plus en plus difficile de faire des intradermos. On a plus vite fait de faire un quantiferon si on veut avoir... ouais. OK. D'accord. Donc, voilà, comme je vous ai expliqué, le diagnostic d'une tuberculose péritonéale peut être parfois très difficile à établir à cause de la sensibilité des examens qui sont réalisés. Donc, l'examen direct de l'acide a une sensibilité de moins de 2%, une culture d'acide moins de 20%. Donc, si on utilise 1 litre d'acide, ce qui n'est toujours pas toujours possible, la sensibilité peut monter jusqu'à 83%. La PCR a une sensibilité variable selon le tissu, mais on n'avait pas vraiment de sensibilité, mais elle n'est pas très bonne non plus. Par contre, ce qu'on remarque, c'est le taux d'adénosine désaminase au niveau de l'acide a une très bonne sensibilité chez les personnes sans cirrhose associée et une bonne spécificité également. Pour ce qui est du diagnostic histologique, ça a une bonne sensibilité également et l'examen laparoscopique au niveau de l'examen visuel peut aussi beaucoup nous aider par rapport à ça. Donc, pour vous les illustrer un peu la difficulté d'établir ce diagnostic, je vais vous parler un peu d'un case report que j'ai eu l'occasion de lire. Et donc, il s'agissait ici d'un patient de 64 ans atteint d'une cirrhose alcoolique associée à un hépatocarcinome en attente d'une greffe hépatique parce qu'on avait traité son hépatocarcinome par embolisation, qui a été traité une première fois dans un hôpital pour une péritonite bactérienne. Et donc, il revient quelques semaines plus tard pour toujours les mêmes symptômes, douleur abdominale, pyrexie, dégradation de l'état général. Et donc, ils ont refait des prélèvements, à chaque fois avec des cultures aérobie, anaérobie, des PCR et des examens directs des cultures mycobactéries qui reviennent à chaque fois négatives. Ils ont pensé dans un premier temps à une péritonite bactérienne. Il a reçu plusieurs lignes de traitement antibiotiques. Et donc, suite à un peu l'échec de tous ces examens et l'échec des traitements, ils ont décidé de pousser un peu l'anamnèse plus loin et donc ont interrogé le patient sur ses antécédents. Et donc, ont su que le patient avait dans son enfance vécu quelques années en Italie dans une ferme où il aurait bu du lait non pasteurisé. Et donc, suite à ça, ils ont revu un peu les examens la ponction d'acide et ont demandé un taux d'adénosine désaminase et un quantiferon qui sont tous les deux revenus
positif chez ce patient. Et donc, on fait des biopsies, mais malheureusement à l'aveugle qui n'étaient pas contributifs. Et donc, on décidait, à cause du taux d'adénosine désaminase supérieur à 40, du quantiferon positif, de l'exclusion de nombreux diagnostics différentiels et du contexte, parce que le patient avait bu du lait non pasteurisé, de le traiter par un traitement antituberculeux. Et effectivement, ça a fonctionné et le patient a reçu 9 mois de traitement et puis suite à ça a pu de nouveau être sur la liste pour une greffe hépatique. Donc, chez notre patient du Niger, on a fait un scanner thoracique qui montrait effectivement un nodule pulmonaire qui ne captait pas au PET scan, mais pulmonaire au niveau du lobe supérieur gauche. Et des bactèques positives, donc après plusieurs semaines. Donc, on s'est demandé, donc il faut savoir que les bactèques, c'est une culture au niveau du sang à la recherche d'une mycobactérie. Le désavantage l'avantage de cet examen, c'est que ça nous permet d'avoir un prélèvement en plus où on peut retrouver le diagnostic et donc avoir un antibiogramme en cas de positivité. Le désavantage, c'est qu'il faut des flacons d'hémoculture spéciaux, qu'il faut alors commander. Parfois, les délais sont longs, et qu'il faut attendre en moyenne, d'après Cienzano, 28 jours avant d'avoir les résultats définitifs. Donc ici, ils ont été faits avant de traiter le patient et donc on se demandait est-ce que ça pourrait être une tuberculose miliaire ou pas. Il faut savoir qu'une tuberculose miliaire, c'est une maladie clinique qui résulte de la dissémination hématogène du Mycobacterium tuberculosis. Il va principalement se disséminer au niveau du système lymphatique, des os, des articulations, du foie, du système nerveux central et des glandes surrénales. Cela peut résulter soit d'une infection primaire progressive, soit de la réactivation d'un foyer latent avec propagation hématogène par la suite. Les manifestations cliniques sont souvent subaiguës ou chroniques, très rarement aiguës et non spécifiques, et le diagnostic est souvent manqué à cause de ça. Donc, le diagnostic différentiel est souvent très large et dépend vraiment de la dissémination et de l'atteinte des tissus ou organes. Oui, peut-être on devrait instaurer, puisque j'ai l'impression de recommencer chaque semaine la même chose, 5 minutes de sémantique dans tout ça. Bon, pourquoi ça s'appelle tuberculose miliaire? Parce qu'il y avait à la radiographie de thorax une multitude de petits nodules en grains de mille. Bon, alors, quand on voit la suite de tout ce que tu mets là, il n'y a pas nécessairement des grains de mille, etc. Et ici non plus, bon, on identifie du BK dans le sang sans avoir nécessairement de manifestations cliniques ni de greffe ailleurs, sous réserve d'inventaire, et donc le PET scan peut être intéressant. Mais donc ici, en fait, si on devait essayer de trouver un terme, on tombe sur une dissémination sanguine ou une bactériémie de BK sans qu'on puisse stricto sensu dire qu'il s'agit d'une tuberculose miliaire. Parce que, et c'est là où il y a un petit peu de confusion, le plus souvent subaigu ou chronique, rarement aigu, alors que la tuberculose miliaire, en termes de clinique, c'est 39 de température, des frissons, et puis alors, et des foyers. Bon, ce qu'on voyait de temps en temps. Et donc là, je pense qu'il faut identifier. Ça mérite un autre nom. Alors, petite anecdote dans ce contexte, c'était il y a fort longtemps, dans ma première vie médicale, à Bruckmann, un patient qui était hospitalisé avec une fièvre d'origine indéterminée, 39-40 température, des frissons, pas bien, quoi. À un moment donné, bon, il est septique, bon, on ne voit pas ce qu'il est, et il se retrouve aux soins intensifs. Et mon collègue, Bob Wentz, bon, il met une voie centrale, quoi, bon, en jugulaire. Bon, maintenant, c'est les anesthésistes qui mettent ça. Nous, voilà, on faisait ça au lit du malade, ça se passait en tout cas beaucoup plus vite, et au moins, le malade ne restait pas pendant 48 heures sans antibiotiques en attendant qu'il y ait une place en salle d'op pour mettre sa voie centrale. Bon, bref,
il pique comme il faut en jugulaire, tout en aspirant pour voir à un moment donné quand on arrive dans le sang, et tout en aspirant, et puis il voit sa seringue se remplir d'un truc jaunâtre dégueulasse. Alors, heureusement, il a la bonne idée de ne pas jeter, c'est d'envoyer au labo. Et en fait, avant d'arriver dans la jugulaire, il est arrivé dans un ganglion nécrotique et il est en train d'aspirer du pus de BK. Et alors, on a eu le diagnostic de la tuberculose comme cause à température d'origine indéterminée par un prélèvement inattendu. Voilà. OK. Voilà. Voilà. Donc, ce qui est très important à retenir, c'est qu'il faut toujours demander une culture et un antibiogramme de base pour pouvoir anticiper en cas de multirésistance et changer rapidement de traitement. Donc, quand est-ce qu'il faut suspecter une multirésistance et demander d'office un antibiogramme élargi et commencer à traiter par d'autres antibiotiques? Lorsqu'on a un contact avéré avec un patient qui est atteint d'une tuberculose avec un bacille multirésistant, en cas de récidive de tuberculose active traitée ou avec un facteur aggravant, c'est-à-dire un patient non compliant ou qui a été dans un pays à haute prévalence de tuberculose à bacille résistant, et lorsque l'évolution clinique sous traitement n'est pas satisfaisante. Donc, comme je vous ai dit précédemment, si on a une suspicion de multirésistance, ne pas hésiter à demander des tests moléculaires avec une détection de résistance à la rifampicine. Donc, voici une carte du monde qui montre l'incidence, la prévalence d'une tuberculose multirésistante dans le monde. Et donc, on voit que c'est principalement au niveau des pays de l'Europe de l'Est et de l'ex-URSS qu'on retrouve des tuberculoses multirésistantes. On en retrouve un peu moins en Europe, par exemple en Suède ou encore en Suisse, en Chine ou un peu en Afrique et encore en Amérique du Sud. Donc, il faut savoir que en ce qui concerne la fiabilité de l'antibiogramme, parfois on a de faux positifs, notamment pour la résistance à la pyrazinamide, comme c'était le cas pour notre patient, et que parfois, même si on a une résistance, principalement si c'est une monorésistante, alors continuer avec le traitement habituel. En cas de diagnostic de multirésistance, il faut toujours recontrôler les tests, donc les tests moléculaires et les antibiogrammes au sein des 2 laboratoires de référence. Et si on a une divergence de résultats, alors toujours suspecter une contamination exogène. Et donc à ce moment-là, comparer l'empreinte génétique de la souche sur plusieurs prélèvements. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que quel que soit le résultat de l'antibiogramme, le traitement doit toujours être décidé en tenant compte de l'évolution clinique, bactériologique et radiographique. Pour ce qui est du traitement, en général, pour les patients chez qui on ne suspecte pas une tuberculose multirésistante, on peut commencer par une quadrithérapie en phase initiale pendant 2 mois, donc avec de l'isoniazide, de la rifampicine, pyrazinamide et de l'éthambutol. Il faut calculer la dose en fonction du poids et administrer chez les patients de manière quotidienne, de préférence le matin à jeun pour améliorer l'absorption. En cas de mauvaise tolérance digestive, on peut scinder la dose de pyrazinamide en 2 et donc la donner 2 fois par jour. On peut majorer les doses chez les patients atteints d'une tuberculose grave et chez les patients non compliants, parfois on peut prescrire une administration intermittente, donc avec des doses plus importantes qu'on donne 3 fois par semaine uniquement. Il faut savoir qu'on peut aussi donc donner en phase initiale seulement une trithérapie si vraiment on est sûr, suite à l'anamnèse, de ne pas avoir de suspicion de multirésistance. Et puis, après ces 2 mois, on continue avec une phase de continuation qui dure en général 4 mois, qui peut durer plus longtemps en fonction des cas, avec seulement l'isoniazide et la rifampicine. Donc, il faut savoir qu'au niveau de la phase initiale, elle peut être prolongée si l'examen direct est toujours positif. Donc, il faut être sûr que la compliance est bonne, qu'il n'y a pas un souci de malabsorption ou d'interaction médicamenteuse, ou encore si le résultat de l'antibiogramme n'est pas encore disponible, il ne faut pas hésiter à continuer.
Alors, si on a une récidive de tuberculose, une suspicion de tuberculose multirésistance, une découverte de multirésistance, une évolution clinique qui n'est pas bonne ou un patient HIV positif, il ne faut pas hésiter à le référer chez un spécialiste pour le traitement. Et donc, il faut savoir que les médicaments de première ligne de tuberculose sont remboursés à 100% et que pour les patients sans couverture sociale, il existe toujours des alternatives pour le remboursement du traitement. Donc ici, je vais juste vous citer quelques noms d'antibiotiques qu'on peut donner chez les patients atteints de tuberculose multirésistante. Donc parmi eux, les aminoglycosides, les quinolones, voilà. Les néomatodes. Oui. Et donc, certains médicaments qu'on donne dans d'autres circonstances, et donc devant un tableau inflammatoire possiblement infectieux, toujours dangereux de se lancer dans un traitement antibiotique d'épreuve parce que ça peut masquer une tuberculose. Hein. Donc, ça va mieux, on conclut que c'était bactérien, on avait donné du biclar ou une quinolone qui fonctionne également sur le BK, y compris l'augmentin, d'ailleurs, on a pris ça. Même l'augmentin peut avoir un petit effet sur le BK. Donc, il faut vraiment... Dans tout traitement d'épreuve, il faut vraiment faire attention, être bien sûr de ce qu'on fait. Donc voilà. En ce qui concerne les médicaments antituberculeux de première ligne, il faut toujours rester attentif aux effets secondaires. On voit que l'effet secondaire qui revient à plusieurs reprises, c'est surtout la toxicité hépatique. Donc, on retrouve ça pour 3 des 4 médicaments. Donc, restez toujours vigilant par rapport à ça et faire des prises de sang assez régulièrement. Ce qui est aussi important à retenir, c'est que pour l'isoniazide, il existe parfois des neuropathies périphériques qui peuvent se déclarer. Et donc, toujours donner en préventif de la vitamine B6 une fois par semaine avant d'initier le traitement. Pour ce qui est de la rifampicine, on retrouve parfois une coloration orange dans les urines. Ça permet parfois de vérifier si la compliance est bonne. Et être aussi très attentive à 2 choses pour la rifampicine, c'est qu'il existe des interactions médicamenteuses, donc toujours adapter la dose en cas de traitement simultané par corticothérapie ou autre, et aussi prévenir les femmes en âge de procréer qu'on a une diminution de l'efficacité de la contraception orale en cas de traitement. Et pour ce qui est de l'éthambutol, le principal effet secondaire reste les troubles de la vision. Donc, toujours faire un fond d'œil avant d'initier ce traitement et bien prévenir le patient qu'en cas de diminution du champ visuel ou diminution de la discrimination des couleurs, revenir aux urgences. Oui. Et donc, par rapport aux interactions médicamenteuses, j'aime bien insister sur les effets de la rifampicine. Vous voyez qu'il y a quand même plusieurs classes médicamenteuses qui sont concernées, et en particulier les corticostéroïdes. Et donc là, il y a quand même un certain nombre de cas publiés de crises addisoniennes qui sont déclenchées des patients qui étaient sous substitution d'hydrocortisone. On ajoute de la rifampicine, généralement dans un contexte de tuberculose, et on développe une crise addisonienne parce que toute l'hydrocortisone, elle passe à la trappe. Mais c'est vrai également avec les autres dérivés corticoïdes. Donc, je me souviens comme ça d'un cas où d'une uvéite granulomateuse traitée par entité, puis ça ne marchait pas bien, et puis voilà, on hésitait, c'est quand même pas une sarcoïdose, donc on rajoute un peu de médrol, mais tout en gardant par sécurité le traitement entité, et puis on ne voit pas d'effet du médrol. Et en fait, le médrol était vraiment très fortement métabolisé, sans qu'il y ait de règles strictes. Il n'y a pas eu énormément d'études là-dessus. On dit que c'est 1,5 à 2 fois sur des travaux faits avec la prednisone. Mais c'est tellement variable individuellement qu'il faut vraiment être prudent et doubler, soit ou même quadrupler la dose de médrol que l'on serait censé administrer. Et avec les coumariniques, vous voyez, là aussi, hein, on peut avoir... mais là je dirais, c'est quelque part un peu moins grave parce que là, on s'y attend. Et de toute façon, sous antivitamine K, on contrôle le PT. Bon, voilà. On peut juste se dire, tiens, pourquoi est-ce que je dois donner plus? OK, mais c'était la rifampicine. Mais il faut savoir, et il faut anticiper cela en sachant qu'on va devoir contrôler plus rapidement un patient qui est sous AVK qu'on met sous rifampicine.
Donc, en ce qui concerne la contagiosité, je ne vais pas beaucoup en parler parce qu'au niveau des tuberculoses extrapulmonaires, en général, elles ne sont pas vraiment contagieuses. Mais comme je vous ai dit à plusieurs reprises, il faut toujours quand même exclure une atteinte pulmonaire qui pourrait, elle, être contagieuse. Donc, j'ai juste mis quelques bons conseils pour l'isolement et quand est-ce qu'on peut considérer qu'un patient n'est plus contagieux et donc lever l'isolement à ce moment-là. Pour ce qui est de la tuberculose, il faut savoir que c'est une maladie à déclaration obligatoire et donc tout médecin ou tout laboratoire ayant pris connaissance d'un cas de tuberculose avéré ou suspect doit absolument le déclarer dans les 24 heures à l'hygiène hospitalière. Cette déclaration permet d'être sûr que les patients prennent bien leur traitement, qu'ils sont bien suivis. Ça permet aussi de dépister l'entourage du patient pour éviter la dissémination de la maladie au niveau de la famille et des connaissances, et aussi établir un registre de tuberculose en vue d'une stratégie de contrôle efficace. Et voilà, merci pour votre attention. Allez, merci beaucoup, Mariam. Très bien. Alors, oui. Le nodule pulmonaire était ici considéré celui-là, il est bien. ou finalement, qu'en a-t-on fait? Et la question subsidiaire, est-ce qu'on aurait fait alors un lavage broncho-alvéolaire? Est-ce que ça aurait un sens de pousser la mise au point pulmonaire? C'est la première question. La deuxième, finalement, pourquoi la Suisse? On comprend la Russie, la Chine, socio-économiquement, mais la Suisse, il y a une relation particulière là-bas? Ah. La Suisse. La Suisse. Jean, tu as une idée? Bah, écoute, il y a des sanas, on met les tuberculeux avec la multirésistance dans des sanas en Suisse, peut-être. Oui. Les gens qui sont allés en Suisse quand ils avaient de la tuberculose, avant qu'on avait les antituberculeux. Donc, c'est peut-être comme ça que ça a été propagé. Là. Le nodule pulmonaire, qu'est-ce qui est devenu ce petit nodule? Donc, ce nodule pulmonaire, donc on a considéré que c'était, vu qu'il ne captait pas, qu'il n'était pas actif, donc le patient a eu un prélèvement parce qu'il a été intubé pour une opération au niveau de la colonne cervicale qui n'avait rien à voir, et les prélèvements sont revenus négatifs. Donc voilà, il faut juste le suivre et c'est tout. De quel prélèvement parle-t-il? On a fait le patient a été intubé et donc ils ont fait une aspiration. Une aspiration, mais oui. pas le nodule. Non, pas à la base. Enfin, ceci dit, bon, j'imagine, mais je ne sais pas s'il était un peu perdu de vue, c'est ça? On sait ce qu'il est devenu, ce patient? Ce patient est retourné en maison de repos, il est suivi par docteur Layeux. Ah, ok, d'accord. Bon. Oui, mais en fait, ce patient a aussi une sténose canalaire sévère et donc il a une tétraparésie et ne sait pas se mobiliser tout seul, donc il était en maison de repos pour ça. Ok. J'en ai pas parlé. Jean? Et cette tétraparésie n'a rien à voir avec sa tuberculose. Non, c'était sur sténose canalaire. Oui, c'est ça. C'était pas vraiment lié. Mal de potes en plus. En plus. Oui, mais c'est là aussi où le PET scan aurait pu être utile, évidemment. C'est une fixation vertébrale, ça changeait quand même fortement la donne. OK, bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les intervenants.